courte dose et faire croire aux gens qu'ils vont lutter contre leur maladie cardiaque. Ça, c'est typiquement le réductionnisme où on utilise une vérité partielle qui est donc fausse pour faire le maximum d'argent sur le court terme en faisant croire aux gens qu'on pense à leur santé. Et aujourd'hui, on est là-dedans. Aux États-Unis, c'est 99%. La situation est catastrophique. Donc vous imaginez comment ce cercle vicieux réductionniste au service de l'argent génère des conflits d'intérêts entre les chercheurs du public et du privé, où les chercheurs du public, ils cherchent mais pour profiter à l'industrie, et puis l'industrie sélectionne que les études qui les intéressent. Donc ce que prône Campbell, c'est de revenir à un cercle vertueux, holistique, au service de l'humain. Où là, on ne va pas utiliser des résultats partiels, mais des résultats globaux qui auront été pensés d'abord dans leur complexité. Et il a fait un schéma donc, que j'ai adapté. Voilà ce qui se passe dans la recherche réductionniste occidentale, dans la recherche en alimentation, l'industrie, les gouvernements, tout ça est interconnecté. Voilà comment ça se passe. On pose une question rentable et non pas au service de l'humain. On développe une science académique avec des designs réductionnistes qui sont toujours les mêmes, les études randomisées contrôlées, pour répondre à cette question partielle. Et le privé, si l'étude montre que son produit n'a pas d'effet ou est négatif, ce ne sera pas publié, etc. On obtient une évidence scientifique étroite, contradictoire, d'où la confusion dans le grand public. L'industrie chapeaute les questions rentables, la science, le gouvernement, avec les lobbies, pour produire ces aliments ultra transformés ou à forte valeur ajoutée, en faisant croire qu'on pense à votre santé parce que c'est enrichi en fibres, en minéraux, etc. Donc les gouvernements, les médias et même les organisations de collecte de fonds caritatives sont toutes influencées par ce mécanisme. Le consommateur, il est le réceptacle ensuite de toute cette information contradictoire et confuse, c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Alors en France, on est là-dedans, mais c'est quand même moins fort qu'aux États-Unis. On résiste, vous savez, les Français aiment bien résister. Et qu'est-ce qui se passe? Confusion, c'est ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que les gens ne savent plus à quel sein se vouer en alimentation. Maladie, c'est ce que je vous disais, l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas. Et mort, c'est un peu ce que vous disiez, c'est que l'espérance de vie théorique, à un moment, elle stagne. Et aux États-Unis, elle diminue. Elle commence à diminuer. Et dans le cercle vertueux holistique, les choses sont beaucoup plus simples. On pose une question importante de société et de santé humaine. Alors l'industrie, elle n'est plus là. Hein. Tous les scientifiques se réunissent, d'horizons très variés, et essayent déjà d'approcher la question holistiquement et globalement, sous tous ses angles. Et on met en place toute une série de designs très variés pour essayer d'approcher le plus près cette question. On obtient un poids de l'évidence scientifique qui est beaucoup plus solide et fort, et non contradictoire, j'aurais pu rajouter, qui redescend vers les politiques de santé publique, les médias, le consommateur, avec des résultats de santé améliorés. Mais on n'y est pas, et moi je me bats pour... Enfin mon combat, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tant que chercheur engagé au niveau de la société, ce que je voudrais, c'est qu'on revienne à ce schéma, en fait. Ça, je vous l'ai montré. Je vais terminer, parce que ça va bientôt faire 50 minutes. Oui, ça c'était une diapo pour montrer comment la technologie était d'abord au service de l'aliment, et ensuite l'aliment s'est mis au service de la techno. Le cas du pain est un exemple d'école. Au départ, on faisait des pains traditionnels avec un pétrissage, il y avait le levain, un pétrissage plutôt doux. On prenait le temps, évidemment, et donc on avait un pain de très bonne qualité avec des farines peu raffinées. Et puis on en est venu progressivement à remplacer le levain par la levure pour des gains de temps, entre autres, hein, peut-être pas que ça, mais pour des gains de temps. On s'est mis à rajouter du gluten vital dans les pâtes pour rendre la pâte plus résistante, notamment à la congélation, par exemple. On a intensifié le pétrissage, faisant des mie plus aérés, etc., etc. Donc on voit bien que progressivement, le pain s'est adapté à la techno pour des raisons de gain de temps et d'argent. Et donc le pire des pains, qui est le résultat de cette pensée réductionniste et de l'aliment au service de la technologie, c'est le pain blanc avec une mie très aérée, avec une farine très raffinée, à la levure, qui nutritionnellement n'est que de l'énergie et des sucres rapides. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger de temps en temps, mais c'est juste pour vous montrer comment on est passé d'un pain d'une très bonne qualité à un pain très médiocre. Je vais terminer par les pyramides techno.
Je rends toujours, enfin pas hommage parce qu'il n'est pas mort, à Carlos Monteiro, mais moi je lui ai promis à Carlos Monteiro que je serais son relais pour l'Europe. Si vous voulez, dans les pays émergents, la transition nutritionnelle et le passage aux ultra-transformés s'est fait en 10-15 ans. Donc dans ces pays comme le Brésil, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie, les taux d'obésité et de diabète explosent. Le taux de diabète en Arabie Saoudite, c'est le plus fort au monde, c'est plus de 20%. Le taux d'obésité aux États-Unis est de 38%. Les chiffres sont sortis par l'OMS il y a 2 semaines, j'ai reçu le rapport. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que signifie 38,2% d'obèses dans la population adulte, c'est catastrophique. En France, on est à 16%. Mais malheureusement, tous ces chiffres ne progressent, il n'y a pas de recul. L'OMS a calculé que le diabète de type 2 serait la 7e cause de mortalité au monde en 2030. Au Mexique, c'est 14% de la population qui est diabétique. Et donc les Brésiliens, chez eux, la situation est dramatique en termes de diabète. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des diabètes de type 2 chez l'enfant, chez l'adolescent, alors que, ne le prenez pas mal, mais les médecins appellent ça le diabète du vieux, le type 2. C'est-à-dire que ça apparaissait à 50, 60 ans à l'époque. Donc maintenant, on voit des maladies cardiovasculaires, des diabètes de type 2 qui arrivent chez les adolescents. Donc les Brésiliens et les chercheurs de santé publique se sont interrogés d'où ça vient. Et donc ils ont identifié les produits ultra transformés et ils ont classé, ils ont dit on enlève les pyramides, ça ne sert plus à rien, fruits, légumes, etc. Et on va remplacer par des pyramides technologiques, puisque le vrai lien avec la santé, c'est le degré de transformation. Alors pareil, il y a beaucoup d'études à l'appui de ça. Hein. C'est pas, je ne dis pas ça comme ça pour le plaisir, c'est qu'il y a au moins 40 papiers qui utilisent leurs travaux et qui le démontrent. Ils ont classé les aliments en 4 groupes. Les aliments peu pas transformés, auxquels on ne rajoute rien, qui peuvent être découpés, tranchés éventuellement. Donc on va dire les aliments bruts, hein, tels qu'on avait l'habitude de les consommer à l'époque. Les ingrédients culinaires qui sont extraits de ces aliments, mais ça participe toujours d'un repas équilibré. C'est le beurre, les huiles, le sucre de canne, etc. Les aliments ultra transformés, les aliments transformés, c'est quoi? C'est une combinaison des aliments du groupe 1 et des ingrédients culinaires. Par exemple, sardines à l'huile, fruits au sirop, maïs en conserve. Si vous voulez, on rajoute du sel, de l'huile, du sucre, mais dans l'idée de conserver les produits. C'est-à-dire que c'est vraiment une transformation qui est là pour conserver les produits, le salage, le fumage, la fermentation, comme le fromage, le pain, sont des aliments transformés. Donc, ce qu'ils expliquent et ce qu'ils ont démontré scientifiquement dans des études épidémiologiques, c'est qu'un régime équilibré devrait être basé sur ces 3 premiers groupes. Et les aliments ultra transformés dont je vous ai parlé, qui sont des formulations typiquement industrielles, où l'on recombine des ingrédients, par exemple les barres chocolatées, les yaourts à boire, les sodas, les snacks sucrés, salés, gras, les céréales du petit déjeuner pour enfants, les confiseries, les barres chocolatées, les plats industriels avec de nombreux ingrédients. Et c'est souvent des ingrédients que vous ne pouvez pas utiliser à la maison. Vous n'allez jamais acheter du sucre inverti, du gluten vital, des isolats de lactosérum, du sirop de glucose. Vous ne l'achetez pas, hein, vous ne trouvez pas ça à la supérette. Donc c'est vraiment des ingrédients qui sont typiquement industriels. Souvent, ces aliments ont une autre caractéristique, ils ont des emballages très attractifs pour attirer et favoriser l'acte d'achat. Et pour les enfants, pour les attirer encore plus, ce sont souvent des aliments avec des univers, des personnages de l'univers des enfants, Walt Disney, etc. Donc plus l'aliment, plus sur l'étiquette la liste d'ingrédients est longue, moins vous arrivez à les reconnaître, et plus l'emballage est coloré, c'est que vous avez de fortes chances d'être en face d'un aliment ultra transformé. Et comme j'aime à le dire, c'est des faux aliments. Vous n'avez pas, si vous allez vous balader dans le Lot-et-Garonne, vous n'allez pas tomber sur un agriculteur qui vous dit « Ah ben moi je cultive des barres chocolatées ». Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les agriculteurs ne produisent pas de soda, si vous voulez. Donc on est vraiment dans des faux aliments qui sont des aliments artificiels. Mais une fois de plus, tout est dans la dose. Donc je n'ai rien contre les produits ultra transformés. Ce qu'ont démontré les Brésiliens, c'est qu'ils ne doivent pas constituer la base, comme c'est le cas de plus en plus. En France, les chiffres sont tombés. La population adulte française consomme au moins 36% de ses calories ultra transformées, ce qui est 2 à 36, ça fait la moitié. Oui, c'est au moins 2 fois trop, de toute façon. Mais dans les pays anglo-saxons, ça va jusqu'à 60, 70, 80%. Et c'est marrant, c'est que les plus forts taux d'obésité dans le monde sont quasiment les 6 grands pays anglo-saxons, c'est-à-dire Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, Angleterre, États-Unis.
C'est marrant, c'est que c'est là qu'il y a les taux d'obésité les plus forts et qu'il y a la consommation de produits ultra transformés la plus forte. Et les pyramides techno, elles sont là. Et ça, c'est très bien parce que là, il y a un vrai lien avec la santé et c'est facile. Maïs, ananas entier peu transformé, morceau d'ananas avec du sirop normalement transformé, soda ou jus d'ananas reconstitué à partir d'additifs de poudre ultra transformés. Donc vous voyez que dans l'ultra transformé, on ne reconnaît plus l'aliment d'origine. Maïs sur épi tel qu'on consomme dans les pays d'Amérique du Sud, vous savez, on les grille, on les mange comme ça, peu transformé. Maïs doux en conserve, normalement transformé, donc pas de souci. Par contre, un pop-corn industriel avec des additifs, des arômes, devient ultra transformé. Donc vous voyez que là déjà, on s'éloigne de l'aliment d'origine et la matrice de l'aliment est de plus en plus déstructurée. Poisson entier frit peu transformé, sardines à l'huile normalement transformées, nuggets de poisson avec panure et de nombreux additifs. Hein, vous irez voir les listes d'ingrédients, vous allez voir tout ce qu'il y a, ultra transformé. Vous ne pouvez plus reconnaître le poisson d'origine. On ne sait pas si c'est des morceaux nobles ou pas nobles, si c'est plusieurs poissons qui ont été mélangés, enfin, etc. Et donc, pareil, je me bats dans les animations que je fais auprès des scolaires pour animer des ateliers, pour les aider à reconstituer ces pyramides. Et j'essaye de me battre auprès des agences gouvernementales, pas pour imposer, parce que j'impose rien évidemment, mais pour les convaincre d'adopter les pyramides techno. Donc les Brésiliens sont courageux, c'est les premiers au monde en 2014 à avoir publié des recommandations alimentaires holistiques et basées sur les pyramides technologiques. Et pour ceux que ça intéresse, et je crois que je vais terminer bientôt, sur la base de mes travaux, des travaux du Brésilien, avec une association clermontoise dédiée à l'alimentation solidaire et globale, on a créé avec l'argent de la région une brochure à destination des éducateurs en charge de l'alimentation des enfants de 0 à 6 ans, qui reprend mes 3 règles d'or et les pyramides techno. Donc cette brochure est disponible en ligne, gratuite, et vraiment, si vous pouvez la diffuser, c'est formidable, parce que c'est un outil vraiment pédagogique très utile. Et donc vous voyez, on s'est amusé à faire on donne des exemples de portions. Il ne faudrait pas dépasser 15 à 10% de calories ultra transformées et pas dépasser 15% de calories d'origine animale. Et vous voyez, on donne plein d'exemples de pyramides, avec peu transformé, normalement ultra, etc., etc. Et j'ai fait le test en classe. C'est le lycée de Rion-Châtel-Guyon qui m'avait demandé si je pouvais intervenir. Et il y a un exercice que les enfants aiment bien, c'est que je leur donne un aliment et je leur dis, vous me le déclinez en normalement et ultra transformé. Et ils se prêtent assez bien au jeu et ils comprennent assez vite. Et là, c'est vraiment bien, parce que quand les gens sauront identifier ces produits, ils vont vraiment lutter efficacement contre leur santé. Et là, vous voyez, je ne vous parle plus de graisse, sucre, gras. Pour lutter contre les maladies chroniques, on s'en fout, ça ne sert à rien en fait. Non, je voulais juste cette diapo quand même, parce que c'est vachement important. C'est que le potentiel santé d'un aliment, c'est certes sa composition, donc l'aspect quantitatif, mais c'est aussi la matrice, l'aspect qualitatif. La matrice, c'est le résultat des interactions des nutriments qui donnent la forme, la couleur, la densité, la porosité. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'elle joue sur la mastication, la satiété, l'index glycémique, la vitesse de transit, la vitesse de libération des nutriments, l'index glycémique, etc. Et pourquoi la matrice est beaucoup plus importante que la composition pour lutter contre les maladies chroniques? Elle veut dire quoi? Elle veut dire que 2 aliments de même composition, mais avec des matrices différentes, n'ont absolument pas le même effet sur la santé. Merci. Si vous avez des questions. Est-ce que vous pourriez donner le site, pardon, c'est juste pour avoir le site internet où on peut télécharger pour les enfants? Oui, alors la brochure, elle fait 16 pages. Donc, les gens, alors c'est le site Anis étoilé, comme la fleur. Anis, ça veut dire alimentation, nutrition, intersolidaire, je crois, ou interculturelle et solidaire. Donc Anis étoilé, vous allez sur le site et vous allez sur documents à télécharger. En 3 clics, vous y avez accès gratuitement. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez développer le dogme que vous avez mentionné, le dogme justement remis en question
Acide gras, cholestérol. Est-ce que vous pouvez faire un petit développement là-dessus? Je suis tout à fait d'accord avec. Oui, alors en fait,